Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 entre 9h et 9h30 pour l'heure des pros et jusqu'à 10h30 sur CNews. Les footballeurs français jouent demain à Hambourg un quart de finale de championnat d'Europe et je crois que ça m'est un peu égal. Le Tour de France a commencé il y a quelques jours et je n'ai pas regardé une étape. Les Jeux Olympiques sont programmés à Paris le 27 juillet. Je préférerais qu'ils aient lieu à Barcelone ou à Los Angeles. Nous sommes le 4 juillet. D'habitude, j'écoute une chanson d'été, un refrain qui m'emmène sur une plage au bord de l'océan. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Emmanuel Macron aura gâché tous mes plaisirs. S'il m'écoute ce matin, je ne suis même pas certain qu'il comprenne ce que je dise. Il est ailleurs. Il vit en Macronie, ce pays où il est tout seul. Le président ignore ce qu'est un Français. Il y a 2 moments sacrés dans l'année, Noël et les vacances. Le 25 décembre et le Tour de France. On appelle ça la trêve des confiseurs, la parenthèse estivale. Vacances, j'oublie tout. Emmanuel Macron est trop retourné sur lui-même pour saisir qu'il a cassé notre morale avec sa dissolution, qu'il a saccagé juillet et août et qu'il a entamé notre joie de vivre. J'ai l'impression qu'avec cette dissolution, Emmanuel Macron nous dit « Je vous emmerde et je fais ce que je veux. Je suis le maître. » Emmanuel Macron maltraite les Français. Il ne les comprend pas. Je crains aussi qu'il ne les aime pas beaucoup. C'est dommage. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Pas vraiment. Mais ce serait bien que le président en prenne. Ça nous en ferait aussi. Il est 9h01, Chana Lousteau. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a été agressée hier soir. Candidate aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine, elle a été prise à partie par une vingtaine d'individus lorsqu'elle collait des affiches à Meudon. Sa collaboratrice a été blessée au bras et son véhicule a été dégradé. 4 personnes, dont 3 mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue. Selon le sénateur Renaissance François Patria, cette agression en dit long sur le climat de cette campagne, mais pas seulement. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est évidemment dramatique. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a une forme de violence débridée, que la haine et la violence s'installent dans ce pays pas seulement au moment des élections, mais globalement, et qu'il faut appeler aujourd'hui ce qu'a fait le Premier ministre hier, appeler au sursaut, à la raison, chacun doit prendre sa responsabilité. Un enfant de 12 ans poursuivi pour apologie d'actes de terrorisme. Ce sont ces activités sur Internet qui ont interpellé les autorités. Le fil conducteur de toutes les publications qu'il consulte, c'est l'islam radical, avec notamment des vidéos de tueries et un intérêt particulier pour les explosifs et les armes en général. Il a été placé sous mesure éducative provisoire et sera jugé fin août par le juge des enfants. Et puis, aux États-Unis, Joe Biden tente de rassurer ses troupes, tant bien que mal, après son débat raté, il faut le dire, face à Donald Trump. « Je me suis planté, dit-il, mais je serai dans la course jusqu'au bout et nous allons gagner. » Un peu plus tôt, la Maison-Blanche a totalement rejeté la possibilité d'un retrait de candidature du président américain. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci beaucoup, Chana Lousteau. Sabrina Medjeber est avec nous. Je salue Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Élodie Huchard, bien évidemment Vincent Hervouette et puis Claude Posternac. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Je dis toujours la vérité aux auditeurs. Vous nous avez appelé hier, vous m'avez appelé, vous avez dit je voudrais parler parce que j'ai des choses à dire. Évidemment sur la situation et notamment sur l'antisémitisme en France. Mais vous voyez, finalement, le plus triste, c'est d'avoir saccagé cet été. C'est-à-dire, pourquoi c'est le plus triste ? Non pas parce qu'il a saccagé l'été, parce qu'il ne comprend pas ce que sont les Français. Il ne les aime pas, il ne les comprend pas, il les maltraite. Je veux dire, l'été, c'est sacré, il s'en fout. Il s'en fout du Tour de France, il s'en fout de tout. Il n'y a qu'un truc qui compte, c'est lui. C'est triste, vraiment c'est triste d'avoir un président qui connaît si mal son peuple. Et c'est pour ça que les gens lui en veulent. C'est pas tant ses résultats. Ses résultats, paradoxalement, ils sont pas si mauvais. Et notamment en matière économique. Mais le rapport qu'il a avec les Français. Personne n'a eu un rapport comme ça sous la Ve République. Personne. C'est triste. Moi, ça me rend triste, en tout cas. En tout cas, ce que vous avez dit, c'est ce que nous éprouvons concernant ces premiers jours de l'été. En tout cas de juillet. Et notamment le Tour de France, c'est très populaire. Mais bien sûr. Mais bien C'est-à-dire, sûr. il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus de... Voilà, bon.
Il n'a Oui. On se surprend à ne pas regarder. Parfois, l'histoire bouscule un peu les plans de vacances. Oui, Que ce soit en Oui, mais ça justifie 18, pas. en 40. Oui, mais ça justifie pas. Vincent, Évidemment. quand cela est justifié. oui, mais Olivier, Oui. il La a crise commis- politique que traverse le pays justifie. Vous venez de dire le contraire il y a 2 secondes et vous dites... Alors Non, ça, je trouvais que votre papier est très juste parce Ouais. que sur le fait que les vacances sont gâchées et que tout le monde vit dans une forme d'angoisse sur qu'est-ce qui va... C'est un suspense qui est Enfin, il aura plaisir de vivre. Mais il a ça. réussi à Même nous les faire- journalistes. Il aura réussi à me Tellement faire chaos. détester les Jeux Olympiques, vous vous rendez compte? Oui. C'est un président qui aura réussi cette fête extraordinaire. Il aura réussi. J'attendais ça, comme beaucoup de gens. Je les ai défendus, les Jeux ici. T'as même pas envie de le voir. J'ai bien démarré Demain, à t'as Marseille l'équipe et l'arrivée de la France. flamme. T'as même pas envie de voir les Jeux Olympiques à Paris. Non, mais je pense Mais qu'on est, enfin, on est mais- passé du... On est autre. Là, c'est personnel, vous Mais voyez. quel Non, mais- rapport vous faites entre votre détestation des Jeux Olympiques Ouais. et le fait que Emmanuel Macron a un mauvais rapport avec les Français? Mais parce qu'il met en tension le pays précisément à ce moment-là. Oui, mais en même temps, il a pris une décision complètement aberrante avec la dissolution, mais je dirais, comme Loïc semblait le dire, que on met ça en comparaison avec des événements sportifs qui sont sans commune mesure avec le désir des Français à la suite Mais de... c'est comme Oui, si mais le c'est soir de Noël, tu t'engueules avec ta famille. Mais Et que tu ressors des vieilles querelles. Il y a des jours où on fait pas ça. Oui, C'est un minimum de vous psychologie. pensez vraiment Ouais. qu'une... Bah, tu dis pas le 24 décembre des choses à la table de Noël. Non, d'accord. Voilà, bah, de la même manière, tu fais pas une dissolution je 8 crois- jours avant les Jeux Oui. Olympiques. Bon, mais je bon. crois- non, je crois qu'on est passé du en même temps au, Claude Pasternak. du même temps au contre-temps. C'est-à-dire, on a contre-temps maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr que le président devait convoquer l'histoire, mais c'est en 2017 qu'il fallait convoquer l'histoire. C'est-à-dire que vous étiez face à une droite qui était à la rue, une gauche qui était à la rue, et vous aviez une vraie crise politique en 2017. À partir du moment où les deux partis de gouvernement ne sont pas au deuxième tour, vous êtes dans une crise politique. C'est là qu'il fallait convoquer l'histoire et de dire, je propose un nouveau contrat aux Français. Bon. Vous ne convoquez pas l'histoire en faisant une dissolution, et je suis d'accord avec Pascal au moment des Jeux Olympiques. Alors, le sondage, en fait, la faute originelle, elle est simple d'ailleurs pour Emmanuel Macron. D'abord, c'est la malédiction du deuxième mandat, mais la faute originelle, elle est extrêmement simple. Élection législative de 2022, vous avez voté à droite, je vous mets un Premier ministre de gauche. Voilà, Elisabeth Borne. Ça, c'est la faute originelle. Voilà. Et puis après, tout découle. Oui, ça c'est... C'est la faute originelle. Mais c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que tu ne veux pas entendre le vote des Français, tu inventes une coalition qui ne verra jamais le jour. Aucun sens. Qui ne verra jamais le jour. Je vous en mets mon billet. Mais c'est de dire aux gens, c'est toujours pareil. Je vous emmerde. Je vous emmerde, je fais ce que je veux. On verra jusqu'où ça va. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise un sondage. Selon notre sondage Harris pour RTL, M6 et Challenge, publié hier, le Rassemblement national aurait entre 190 et 220 sièges après le vote du dimanche 7 juillet. Une estimation insuffisante a priori pour atteindre la majorité. Il va falloir quand même attendre parce qu'il y a beaucoup de duels. Je m'aperçois que tout l'espace médiatique souhaite qu'il y ait coalition. C'est même quasiment fait. Quand j'écoute les radios, c'est fait. Quasiment, la coalition est faite. C'est dommage que les Français votent quand même, mais bon, ils vont voter dimanche. Et peut-être y aura-t-il des surprises. Je ne sais pas si vous avez un sentiment, les uns et les autres, là-dessus, mais je voudrais qu'on parle évidemment de Prisca Thévenot, parce que la porte-parole du gouvernement et sa suppléante ont été agressées hier par une vingtaine de personnes lors d'un collage à Meudon dans le cadre des élections législatives. Des coups de poing et de trottinettes ont été donnés. Les forces de l'ordre ont procédé à 4 interpellations. Je voudrais qu'on écoute Violette Spilbou, qui était hier sur le plateau de CNews et qui est députée de la Macronie, Oui. bien sûr, Du Nord. et qui a pris la parole. Je crois que c'est le choc pour tous les élus qui s'engagent en politique et je tiens à vraiment assurer tout mon soutien à Prisca, Virginie et aux militants qui étaient avec eux. On sent cette tension sur le terrain. Évidemment, tout mon soutien aux équipes qui ont été agressées. On a vécu la même chose dans le 15e, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Voilà, une équipe idem du Nouveau Front Populaire qui a été attaquée par des gens qui s'en sont pris à eux. Donc évidemment, la tension, on le sent. Si vous voulez, c'est que les gens ont peur. Vraiment, les gens sont dans l'incertitude de ce qui va se passer. Et quand il n'y a plus de dialogue, quand il n'y a plus de débat, quand il n'y a plus de paroles et de mots, eh bien, c'est la violence qui surgit. Éric Ciotti, tout mon soutien à Prisca Thévenot, violemment agressée avec ses militants lors d'un collage pour une vingtaine d'individus. Notre soutien, nous l'adressons également à Madame Thévenot et à tous les hommes ou femmes politiques qui seraient, ou même tous les militants d'ailleurs politiques, qui seraient agressés
lorsqu'il tracte ou lorsqu'il colle. Cette violence envers les élus et de la République est insupportable. Gabriel Attal également, ce soir une candidate, Prisca Thévenot, et des membres de son équipe de campagne ont été agressés par 4 individus à Meudon alors qu'ils collaient des affiches électorales. Écoutons Gérald Darmanin qui a pris la parole. D'abord, je voudrais apporter mon soutien aux candidats agressés, à ma collègue et mon ami Prisca Thévenot. On a pu faire 4 interpellations d'abord pour cette affaire-ci. C'est évidemment inacceptable pendant une bataille démocratique, si j'ose dire, de ne pas se concentrer sur les idées, mais de s'attaquer physiquement aux candidats, à leur soutien, à leurs suppléants. Prisca mettait une affiche sur un panneau officiel en fin d'après-midi avant de se faire agresser. Nous devons faire attention parce qu'il se passe quelque chose... qui confine à une libération de la violence dans notre pays. Élodie Huchard, il y a peut-être des gens qui sont étonnés qu'un ministre colle des affiches, mais c'est aussi symbolique. Il est avec ses équipes puisqu'elle est candidate, c'est ça ? Oui, exactement. Elle est candidate sur sa circonscription et donc, comme beaucoup de ministres en ce moment, elle laboure le terrain, elle fait elle-même évidemment les réunions publiques, elle colle les affiches, etc. Et on vient de voir, et ce qui est intéressant, c'est toutes ces condamnations qui sont unanimes et légitimes. En revanche, il y a une partie de l'échiquier politique qui n'a pas condamné. C'est une partie du nouveau Front populaire et notamment la France Insoumise. J'ai regardé, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot n'ont pas réagi. Et tout à l'heure, quand Laurence Ferrari a interrogé Marine Tondelier là-dessus, en général, l'homme politique répond toujours en ayant d'abord une pensée pour la personne qui a été agressée et ses équipes, ce qui n'a pas été le cas. Et on ne peut pas malheureusement s'étonner de ce genre de violence quand on voit la violence qu'il y a entre les politiques et quand on voit que quand il y a ce genre d'événements dramatiques, il y en a qui ne condamnent pas. Oui, d'ailleurs, il faut se souvenir que lorsqu'il y a eu la réforme des retraites, à ce titre-là, la violence politique qui avait déjà été amorcée par la crise des Gilets jaunes avait conduit un député à mettre le pied sur le visage d'un ministre. Et il y a eu un sondage, absolument, Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail, et il y avait un sondage de l'IFOP qui avait indiqué que 69% des militants de la France insoumise soutenaient la violence politique qui s'exerçait dans la rue. Donc il n'y a rien d'étonnant dans la causalité que vous venez d'exprimer. Moi, je suis assez d'accord avec Sabrina Medjaber. Fabien Roussel a condamné ce matin aux 4 vérités, mais cette violence, évidemment, notamment la France insoumise, elle souhaite qu'elle soit aujourd'hui dans la rue. Bien sûr. C'est l'intimidation avec les antifas, etc. Exactement. Elle est dans la rue. Elle est légitime en permanence. Elle est, bien sûr. Absolument. C'est la stratégie de la tension. Ouais. Oui, mais sauf que... Vincent Herouet. Sauf que, moi, je trouvais que cet incident me paraît absolument étonnant, parce que c'est pas une baston entre couleurs d'affiches à 3h du matin. C'est 20h en plein été à Meudon. Oui. Et c'est pas des opposants, c'est pas d'autres couleurs d'affiches sur lesquelles le ministre, avec sa garde rapprochée, c'est-à-dire ses camarades de parti, pour autant qu'il y ait des militants dans son parti d'ailleurs, mais c'est aussi l'office de sécurité qui l'accompagne. Donc, et c'est pas face à d'autres militants, c'est face à une petite foule. Non, mais manifestement, alors il y a une enquête, pour tout vous dire. J'étais avec il y a une enquête qui est en cours. Les noms de ceux qui ont été interpellés m'ont été communiqués. Je ne les donnerai pas, mais visiblement. Du coin. Je ne les donnerai pas, mais visiblement, c'était, une opération un peu commando, c'était à organiser, mais l'enquête est en cours, donc je vais être extrêmement prudent. C'était le service police-justice d'Europe 1 qui me donnait ces renseignements tout à l'heure. Ça peut aller très très vite et nous en saurons plus, je pense, dans la journée. Nous en saurons davantage dans la journée, mais ce n'était pas au hasard d'une rencontre, si j'ai bien... compris ce que nous disaient nos confrères. En tout cas, je le répète, on a une pensée pour Madame Thévenot, et, qui est porte-parole du gouvernement, et c'est parfaitement inadmissible. Coalition Info ou Intox. Je vous disais, tout l'espace médiatique explique que la coalition est faite. C'est absolument sidérant. Bon. Une coalition, on ne sait pas d'ailleurs... plutôt contre nature. Alors, je voudrais quand même qu'on écoute 2 ou 3 interventions avant de vous donner la parole. Peut-être Marine Tondelier, qui était ce matin sur CNews. Elle est revenue sur CNews et elle a dit « Je viens sur CNews parce que je viens parler aux électeurs du Rassemblement national ». C'est intéressant comme démarche. Donc, je salue tous ceux qui nous regardent. Ils vont être convaincus, c'est clair. Donc, elle a dit « Vraiment, à circonstances exceptionnelles,
démarche exceptionnelle. Je viens sur CNews parce que je viens pour parler sur votre chaîne. Voilà. Rassurez-nous, elle n'a pas été agressée. Donc elle pense que tous ceux qui nous regardent, qui sont devant leur poste en ce moment, ce sont des gens manifestement qui ont un petit bulletin Jordan Bardella dans la poche et puis qui s'apprêtent à le mettre dimanche. Je vous assure, mais bon, c'est quand même étrange. C'est très étrange. Circonstances exceptionnelles. Bon. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était un acte de résistance qu'elle faisait. Elle venait là de chez les diables. Elle venait chez les... Comment ? Elle venait libérer le pauvre électeur qui, en nous regardant, va voter Ah non, mais elle Bardella. venait chez les diables et elle venait dire aux gens. Vous êtes en train d'écouter ces news, mais bon, vous ne savez pas. Vous savez qu'il y a un autre monde à côté. Je l'ai croisée, elle en est ressortie vivante. Bien sûr. Mais bien sûr. Jusqu'à Bon, alors écoutez, donc Madame Tourdelier, c'était drôle, on va. Madame Tourdelier, écoutez, elle était chez Laurence. Ce que j'ai envie, c'est clair, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire. Ah voilà, c'est pas un hasard. Ah non, alors là, on va croire. Non, attendez. Là, c'est Samuel Vasselin qui a dit. Non, là, vous voyez, les gens vont être persuadés que. Voilà, les gens vont être persuadés que j'ai un bouton à ma droite et que c'est moi qui coupe le son. Donc, non, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'entend pas ? Alors, on va l'écouter dans un instant, on a un problème technique. Ben oui, mais. Alors, moi je sais, Madame Tourdelier elle va dire voilà, ça y est, ils font semblant que. Alors, Monsieur Roussel a pris la parole. Ça, c'est de la tambouille politicienne. Enfin, parler de ça aujourd'hui, c'est de la tambouille politicienne. C'est savoir qui va aller à la soupe. C'est pas ma politique. Aujourd'hui, il y a des Français. Donc vous ne participerez pas à ça ? Non, je vous réponds pas ça. Je vous dis chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans l'entre-deux-tours d'une élection législative. J'appelle à ce qu'il y ait le maximum de députés de gauche et écologistes demain au Parlement, à l'Assemblée nationale. D'abord pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ils l'ont exprimé fortement, y compris en votant Rassemblement national. Ils veulent le changement. Bon, je suis content parce que Monsieur Roussel, il dit exactement ce que j'ai dit hier. C'est de la tambouille politique. Il est intéressant de voir qu'à partir du moment où LFI s'est exclu de la grande coalition et que les autres ne souhaitent pas la présence de LFI, on considère que cette grande coalition est légitime, pure, intègre et qu'elle aura lieu. Alors que je vous rejoins, je vois mal sur quel programme commun cette grande coalition, à la supposer aussi grande que certains la désirent, pourra être créée et devenir opératoire si elle était mise en œuvre. Non, mais a priori, vous savez très bien qu'elle ne peut pas se mettre en œuvre. Oui. Tous les gens à peu près sérieux le savent. Oui, mais c'est allé un peu vite en besogne parce que il y a Olivier D'Artigues. Il y a 76 députés élus au premier tour. Il y a donc à peu près 500 circonscriptions. Oui. Dans ces 500 circonscriptions, il y a 444 candidats RN, le plus souvent dans des duels. Des duels qui leur ont été favorables en 2022, notamment quand c'est face, hier c'était la NUPS, aujourd'hui un nouveau Front populaire. Donc le résultat de l'élection ne doit pas nous amener à discourir autant de temps sur une nouvelle coalition qui peut absolument pas être inscrite dans le résultat du vote. C'est et pas mathématiquement, c'est quasiment impossible. Non, mais mathématiquement, il est impossible. En enlevant le Rassemblement national et la France insoumise de la coalition, il n'y aura de toute façon pas de majorité. Bon. Il peut y avoir des surprises dimanche soir. Madame Tourdelier, cette fois-ci, nous allons l'écouter. Et c'est certain. J'espère que c'est oui, c'est certain. Parce que là, de coup, ça serait... Allons-y. Ce que j'ai envie, c'est clair, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire. Avec un Premier ministre, évidemment, écologiste. Mes rêves les plus fous, c'est ça. Ça me paraît très loin, le 8 juillet. On a encore 3 jours pour empêcher Bardella à Matignon. Mais donc le sujet, c'est pas ce que j'ai envie, c'est ce qui est possible. Et ce qui est possible, je le sais pas encore. Vous savez pourquoi ? C'est les électeurs qui vont décider. Ouais. La composition de l'Assemblée nationale, exact, personne ne le sait. Celles et ceux qui viennent vous dire ici, je sais exactement comment ça va se passer, ça va être comme ça, et donc on devra faire comme ça, ils vous mentent. Et moi, je mens jamais aux gens. Il y a des choses que j'envisage mal quand même. Très mal. Par exemple, celles et ceux qui disent on va continuer le programme de Macron, je pense qu'ils n'ont pas bien compris le résultat du premier tour. Bon, écoutez, là on peut être plutôt d'accord avec ce que dit Madame Tourdelier. Claude Posternac, vous êtes venu sur ce plateau ce matin, vous m'avez appelé hier parce que vous trouvez que le moment est grave et vous vouliez dire quelque chose de très précis sur l'antisémitisme qui sévit en France. Non, pas forcément l'antisémitisme, mais plus globalement la situation. On est dans le brouillard et plus il y a du brouillard, plus il faut de clarté.
Et c'est sur le sujet de la clarté, c'est-à-dire que il y a une déficience politique aujourd'hui en France, c'est-à-dire d'avoir des personnalités politiques qui tiennent des discours et qui soient avec un ADN, avec un squelette. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que les squelettes partent en vrille et qu'il y a des choses qui me paraissent peu possibles. Et là-dessus, c'est en particulier le rapport de la majorité aujourd'hui avec la France insoumise. On a vu qu'entre le moment des européennes et le moment des législatives, la majorité présidentielle a repris 7 points. Ces 7 points, ils viennent de quelque part. Et ils viennent en particulier des électeurs de M. Glucksmann, qui avait cru à une social-démocratie et qui était justement en rupture avec LFI. Donc, qu'est-ce que va dire la majorité présidentielle lorsqu'elle dit « on va se désister pour LFI » ? Vous ne pouvez pas une semaine dire que LFI est au pouvoir, ça veut dire la guerre civile, et le lendemain de dire « on se désiste pour eux ». C'est extrêmement difficile, compliqué. Je rappelle aussi que LFI joue carte sur table. Insoumis, ouvrez le Larousse. Quel est le synonyme du mot insoumis ? Séditieux. Est-ce que vous pensez que c'est compatible le mot séditieux avec république ? Donc, est-ce que c'est compatible d'avoir le mot séditieux avec front républicain ? Non. Donc, il y a 3 électorats qui vont se poser des questions sur la majorité présidentielle. C'est ces gens qui viennent de chez Glucksmann, la droite des macronistes autour d'Horizon, et je pense que le président d'Horizon a tenu en tous les cas un discours clair, et puis une partie de la population française juive qui s'interroge en droit en disant mais comment se fait-il qu'on puisse appeler à se désister pour une organisation que 92% des juifs considèrent comme antisémite. Alors après, ils disent, oui, mais on n'a pas été condamné. Non, mais quand vous avez 92% d'une population et que justement vous essentialisez du matin au soir les populations, alors là, on n'a pas le droit d'essentialiser les juifs quand ils sont à 92% pour dire, on ne peut pas faire ça. Donc, ce manque de clarté n'est pas bien et je pense qu'aujourd'hui, le maître des horloges ressemble plus à quelqu'un qui touche à un thermostat. Je pense que la fonction politique et la fonction présidentielle a été abîmée. Je rappelle que le président de la République a été le premier président à ne pas aller à une marche contre l'antisémitisme. Ça n'avait jamais existé. C'est le premier président qui appelle à se désister pour un mouvement considéré comme antisémite en tous les cas par les juifs. C'est aussi une première. Donc c'est une interrogation, et c'est une interrogation qui traverse la société française. Il est 9h22, Thomas il est avec nous. Thomas, je vous salue parce que c'est la dernière fois. La dernière fois de la saison. Et vous le voyez, je me suis mis sur mon 31 du coup. Parce que oui, mais alors boutonnez votre col de chemise là-haut. Là, je vois que vous avez la cravate, mais vous n'avez pas boutonné le col de chemise. Faut boutonner le dernier col. Ah oui, le dernier bouton. Okay, le dernier bouton, ça s'appelle boutonner. Je ne sais pas comment vous faites parce que moi, ça me sert beaucoup trop. Je trouve ça mais parce que ça, c'est la rigueur. C'est la discipline que j'ai appris très jeune dans les écoles chrétiennes, lorsqu'on se levait à 5h du matin. Bon, c'est la dernière et vous faites une spéciale... On va récompenser les numéros 1 de l'année, les meilleurs. Voilà. Ah bon ? Les meilleurs. Et vous aurez une petite pensée pour nous alors ? On verra si vous allez avoir un prix, hein. On va voir, Pascal. Tremblez. Merci Thomas, c'est un plaisir, vraiment. Ça a été... Et puis vous serez à la rentrée évidemment sur Europe, mais moi je ne vous connaissais pas, et vraiment c'est un plaisir de travailler avec vous, et puis avec toute votre équipe. Je viens vous voir le matin, et puis cette émission est formidable. Pascal. Cette émission culture. Anissa est là aussi. Bien sûr, Anissa est là. Coucou Pascal. Mais non, mais c'est un plaisir et c'est une émission culturelle. Vous avez des invités extrêmement intéressants et puis il y a un ton, un climat, une couleur dans votre émission qui fait qu'on a envie de l'écouter. Vraiment, merci beaucoup Thomas Hill. Merci d'être à l'antenne d'Europe 1. Il est 9h23 et nous allons marquer une pause et nous revenons pour parler. C'est avec Sandrine Rousseau. Alors c'est passé inaperçu. Sandrine Rousseau, elle a dit on va piquer l'épargne. Oui. Non, c'est pas passé inaperçu, ça a fait le buzz sur Twitter. Ouais. On va piquer l'épargne. Madame, messieurs, vous qui êtes devant votre poste, là, non pas... Bon, il y a tous les électeurs. Allez vite à la caisse d'épargne et sortez, mettez l'argent en petites coupures sous le matelas, parce que ça va chauffer. À tout de suite. Comme c'est polluant, ça consomme. Somaya Labidi est avec nous. Bonjour Somaya, vous nous rappelez les titres du jour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle plaide pour plus d'humanité selon Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts. La centaine de lois sur l'immigration est bien suffisante, il faut juste les appliquer avec plus d'humanité, dit-elle ce matin au micro de Laurence Ferrari. Une femme de 88 ans porte plainte pour avoir été rouée de coups et traitée de sale juive, des faits qui se sont déroulés le 24 juin à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise. Une enquête a été ouverte et des investigations sont en cours. Et puis eux aussi se rendent aux urnes. Les Britanniques votent aujourd'hui pour des législatives susceptibles d'aboutir au retour au pouvoir du Parti travailliste. Leur chef de file, Keir Starmer, ancien avocat spécialisé dans les droits humains, apparaît comme le probable futur chef de gouvernement. Merci Somaya. Coalition Info ou Intox, jusqu'à présent, la règle de la Ve République, c'est que le parti qui gagne les élections gouverne. Nous sommes d'accord. Là, on inverse la proposition, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui peut gagner des élections, mais tous les autres partis qui l'ont perdu se mettent les uns avec les autres pour contrer celui qui vient de gagner. Bon, c'est une logique. C'est une logique. C'est-à-dire que le président peut dire, attendez, il y a 60% ou 65% des gens qui n'ont pas voté pour le Rassemblement national. C'est une logique. C'est une logique. C'est d'ailleurs un argument qui est très difficile à contrer, puisqu'il y a 35% des gens qui votent pour le Rassemblement national, il y a 65% des gens qui ne votent pas. Bon. Mais ce n'est pas la logique de la 5e. Mais encore une fois, si les Français veulent donner une majorité absolue au Rassemblement national dimanche soir, ils peuvent le faire. Vous avez raison. Mais convenez que cette logique de coalition trahit l'esprit de la 5e. Ah ben oui. C'est une trahison. Ah oui. Une trahison, pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc c'est aussi... Là, il y a une responsabilité éthique du président de la République, parce qu'il fait la même chose au fond qu'en 2005. Il dit, vous avez voté, je ne vous écoute pas. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est comme lorsque, aux dernières législatives, vous avez voté à droite, vous mettez Elisabeth Borne. C'est une question morale qui ne regarde que lui. Est-ce qu'il veut saccager le pays et créer ces points de tension pour créer une coalition qui le servirait peut-être lui? Je ne suis même pas sûr que ce soit son intérêt, pour tout vous dire. Je pense que son intérêt, si j'ose dire, c'est peut-être que Jordan Bardella soit Premier ministre. Il a un intérêt dans toutes les configurations, il a un intérêt. Peut-être, mais bon, c'est peut-être son intérêt. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y a une trahison de l'esprit de la 5e, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, d'autant plus qu'aux 35%, on peut rajouter, si on suit un dernier sondage, les 15% qui veulent absolument, parce qu'ils considèrent légitime, que le Premier ministre soit choisi au sein du Rassemblement national. Donc on a 50% globalement qui sont en faveur. Mais au départ, je pense que le président Pascal avait l'intention, en effet, de faire en sorte que le Rassemblement national arrive au pouvoir pour le dégrader. Non, quand il prend la décision de la dissolution, dans tout le monde dit à peu près la même chose, il est convaincu qu'il peut renverser la table, reprendre la main, créer un mouvement dans le pays d'adhésion à ce qu'il veut faire, etc. Bon, c'était pas un calcul cynique. Bon, il renverse la table et il met le feu à l'appartement. C'est ça le problème. C'est que je ne crois pas. Il n'y aura plus, il aura tout nécrosé. Bon, Coalition Info ou Intox, on n'a pas écouté, je crois, ni François Ruffin, ni Gérald Darmanin. Est-ce qu'on peut écouter d'abord François Ruffin ? Non, que les choses soient claires. Je ne participerai pas à un gouvernement qui serait un gloubi-boulga de cohabitation, coalition sous dénomination d'Emmanuel Macron. Et je dis attention même à ça, parce que déjà, les politiques suscitent du dégoût. On le voit, si on se lance dans des combines, des manœuvres, ça sera encore pire. Donc pour ma part, je resterai en dehors de ces jeux-là. Je ne participerai pas à un gouvernement qui serait une coalition hétéroclite et improvisée. Donc voilà, ça c'est très clair de ce côté-là. Maintenant, ça ne m'interdit pas de dire comment on doit aujourd'hui éteindre l'incendie dans le pays. Non pas, on n'est pas au temps des architectes, vous savez, où on viendrait porter un magnifique projet là établi en 2 semaines. C'est pas possible. En revanche, on doit être des pompiers. Il y a un incendie à éteindre et il y a des mesures à prendre très vite pour éteindre l'incendie qui viendrait réparer les fractures produites ces dernières années. On le répète, cette coalition n'a aucune probabilité d'exister. Oui. Aucune. Oui. C'est un fake, F-A-K-E. Oui. Mais bon, ça anime l'espace médiatique et pourquoi pas. Gérald Darmanin, qu'a-t-il dit là-dessus ? En général, les consignes de vote
c'est à proscrire. Les Français sont des grandes personnes, ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main jusqu'à l'isoloir. Ils votent pour qui ils veulent au premier et au second tour. C'est à nous de les éclairer le plus possible sur les enjeux de cette élection. Faire barrage au RN, c'est une nécessité pour chacune et pour chacun d'entre nous, mais pas au prix de voter pour un candidat de la France insoumise. Moi, j'aime trop la police, j'aime trop les forces de l'ordre, j'aime trop les gendarmes pour pouvoir voter pour un candidat de la France insoumise. C'est clair. Et c'est pas la même position que Gabriel Attal. Au contraire. Non. C'est même le contraire. Parce que lui, il est. D'ailleurs, on peut saluer son bilan à M. Darmanin. Il a plutôt fait du bon travail dans des conditions difficiles. Et très respecté d'ailleurs. Et très respecté. Et pour être souvent avec les policiers, ils sont inquiets et tristes d'imaginer qu'il ne sera plus ministre de l'Intérieur dans quelques jours. Gérald Darmanin, c'est une réalité. Donc tout. Non, mais c'est le seul discours tenable. C'est le seul discours qu'on peut avoir aujourd'hui. En plus, là, il y a déjà eu un précédent, c'est l'Italie. Hein. Mario Draghi a fait justement ce melting pot en rassemblant des gens du centre, de droite, etc. On a vu ce que ça a donné. L'élection suivante, l'extrême droite est venue en force à un niveau qu'elle n'a jamais eu. Donc de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, on parlait de Mariton Dellier là, il y a 2 minutes. Il faut quand même se rappeler que c'est cette femme qui a permis de faire le nouveau Front populaire. Il faut se rappeler que le Parti socialiste, le Parti communiste, suite au passif avec LFI, avait dit on ne fait plus des choses avec eux. C'est elle qui a été négociée avec LFI pour que ça soit possible. 1. 2, les Verts, c'est quand même un ferment du wokisme aujourd'hui en France, et on sait ce que ça veut dire le wokisme. Je rappelle par exemple une ville comme Strasbourg, la mairie de Strasbourg a fait retirer de son règlement intérieur le mot laïcité. C'est ça les Verts, il ne faut pas l'oublier. Et dernière chose là, sur Mariton Dellier, elle considère que l'immigration n'est pas un vrai sujet pour les Français, alors que c'est quand même la chose qui arrive en tête avec le pouvoir d'achat. Donc travailler avec des gens qui sont tellement hors sol, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est raisonnable? Je ne le pense pas. Alors, Claude Posterdin, j'ai une question pour Claude Posterdin. Bon, vous venez pas souvent d'ailleurs. Vous êtes je peux vous qualifier d'intellectuel, quelqu'un qui réfléchit sur la société, vous êtes spécialiste de l'opinion, vous êtes essayiste, vous êtes juif. Oui. C'est important de le dire. Pour la question que je vais vous poser, précisément. Vous votez quoi entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise? Alors écoutez, moi d'abord je suis à l'aise. Je vis en pleine classe ouvrière, c'est-à-dire au cœur de la classe ouvrière dans le 8e arrondissement. Donc mon choix va se reporter au 2e tour sur un candidat de Renaissance, puisqu'il Non, mais ce n'est pas ma question, vous comprenez bien ma question. Vous permettez de 8e arrondissement de Paris, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Champs-Élysées, c'est un des quartiers les plus chics. La seule chose que je veux dire, moi je me suis toujours opposé au Front National. Clairement, précisément. C'est pourquoi je vous pose la question. Pour toutes les raisons. Simplement, je ne me permets pas de juger M. Klarsfeld. Quand je vois des personnes qui jugent M. Klarsfeld, je trouve ça extrêmement déplacé. Et je vous pose votre question à vous. Oui, mais je vous réponds. C'est pas une réponse facile. Oui. C'est pas une réponse facile par rapport à notre histoire, mon histoire. Et puis, ce qui est douloureux aujourd'hui, c'est la première fois, jamais j'aurais imaginé, il y a 10 ans en France, qu'on m'interroge en tant que juif. Moi, je suis français. C'est vrai. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je suis à l'intérieur, j'ai Rimbaud, j'ai Verlaine, j'ai Baudelaire. Je suis français jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire, et je dis toujours, je suis français juif, parce que je dis toujours en premier ce qui nous rassemble, et je mets en second ce qui fait une altérité. Bon. Donc, là-dessus, moi, j'irai voter blanc. Je le réponds extrêmement simplement à votre réponse. Je ne peux pas choisir entre... Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas cohérent ? Par rapport à ce que vous dites vous, hein. Écoutez, par rapport à ce que vous dites vous uniquement, hein, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire que vous mettez en place tous les arguments pour voter au Front Rassemblement National. Oui. C'est votre discours que je reprends. Et au dernier moment, vous dites non, finalement je vote blanc. Attendez, je veux pas Donc je trouve qu'il y a une incohérence que je souligne. Non, je veux pas d'ambiguïté et je vous dis que c'est des choix qui sont des choix extrêmement douloureux et j'ai pas envie de me retrouver avec un couteau sous la gorge en me disant mais qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous voulez faire? Je pense que ce sont des choix qui sont des choix difficiles et douloureux qui méritent de la réflexion. Clairement, aujourd'hui, je vous dis, je me suis battu contre le Rassemblement national et quand je me dis je me suis battu contre le Rassemblement national, je déteste qu'on remette en cause les électeurs du Rassemblement national. Je trouve ça épouvantable. Et si on pense, alors ça je complète ma réflexion, si on pense que véritablement le Rassemblement national est un parti anti-républicain, il faut l'interdire. Mais à partir du moment où il n'est pas interdit, il faut respecter le vote de ses électeurs. Je ne vote pas Front National, je ne voterai
pas la France insoumise. Non, mais c'était juste le duel. Autrement, je doute bien, c'est vraiment le duel quand il faut choisir, parce que la démocratie, c'est souvent de choisir. Le vote donc, blanc, c'est uniquement le cas de figure. Je me doute bien que vous n'êtes pas un électeur du RN. Je comprends, mais le vote blanc, c'est aussi un choix. Oui, mais en tout cas, c'est le vôtre. Ce sera intéressant de regarder les blancs et abstentions. Bien sûr. Non, mais c'est... Bon. Alors, Madame Rousseau. Madame Rousseau, ça date du 2 avril 2024. Et là, il faut savoir pourquoi les uns et les autres veulent voter. La gauche est quand même le matraquage fiscal. Mais là, on va au-delà du matraquage fiscal, puisque l'épargne totale des Français atteint près de 6 000 milliards d'euros, soit le double de la dette publique. Les 2/3 dorment sur des comptes bancaires. Que dit Madame Rousseau? On va piquer l'épargne. Écoutez, Madame Rousseau, c'était le 2 avril. La dette étant un enjeu collectif, nous devrions savoir qui la détient et qui la maîtrise. Parce qu'on voit par exemple qu'il y a des pays étrangers qui... On parle beaucoup de l'influence étrangère, on en parle dans les partis politiques, on en parle sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'influence étrangère dans la détention de notre dette. Donc ça ce serait un axe très intéressant. Ils financent nos fins de mois aussi. Hein. On est bien content aussi qu'ils viennent financer. Oui, mais on pourrait très bien... La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants totalement, absolument. Absolument, il faut faire les poches. On va faire les poches des épargnants. C'est pas les petits épargnants qui sont visés là. Ni même vous, très certainement. Moi, j'ai pas d'épargne. Alors bonjour. Là, oui, c'est vrai que vous dépensez toujours 10% de plus que ce que vous gagnez depuis 15 ans. Non, mais c'est... évidemment que c'est les petits épargnants qui sont visés, puisque l'épargne, c'est ce qui est important, c'est le cumul. Oui. Bah oui. Donc les plus gros, ils n'ont pas d'épargne, c'est autre chose. Oui. Donc là, hop, on fait les poches. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui nous écoutent là, ils vont pas écouter de la fin de l'émission, ils vont appeler la banque. Allô. Est-ce que je peux s'il y a un bon mouvement dans la journée, ce sera de votre responsabilité. Comment? Et ils feront quoi? Ils mettront, ils sortiront l'argent en numéraire, comme on disait jadis, et ils vont le mettre sous le matelas. Parce que les gens, ils ont... C'est pas des sommes folles, en épargne. Chacun, le livret A, c'est combien le plafond du livret A? 16 000, je crois. 16 000. 16 000 15 000, bon, c'est des sommes importantes, mais pas des sommes... Non, c'est plus. C'est plus? Ouais, c'est 20 000. 22 000. Bon. 22 000. 22 000. Ah, oui, qui a un livret A ici? C'est trop. Moi. C'est trop. Moi, j'ai pas de livret A. Moi, j'ai un livret A. Moi non. Vous avez de l'épargne? Non. Non, mais ce qui est incroyable, vous souhaitez un petit billet, Philippe? Non, mais ce qui est incroyable, c'est que la gauche ne propose qu'à chaque fois de prendre dans la poche des Français. C'est toujours, c'est-à-dire... J'ai envie de vous dire, votez à droite, monsieur Pasternak, il serait temps de vous réveiller. Mais si vous trouvez que la gauche propose toujours des impôts, j'ai envie de dire, votez à droite, parce qu'il y en a qui proposent. Écoutez, j'ai dit du bien de monsieur Darmanin, je n'ai pas l'impression que monsieur Darmanin est à gauche. Oui, puis surtout que l'esprit de la solidarité de Madame Rousseau... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un gaulliste. Bon, il n'est pas à gauche. Donc, non, mais c'est pas un libéral non plus. On va prélever. Je rappelle quand même que le patron du Parti Socialiste, il y a 6 mois, proposait de donner 60 000 € aux familles des enfants en échec scolaire. Vous vous rendez compte de folie Qui vote blanc, dit quelqu'un, vote objectivement pour le gagnant, puisqu'il ne met pas le bulletin du concurrent dans l'urne et ne contribue pas ainsi à combler son retard. Je vais répéter. Qui vote blanc bien compris. Vote objectivement pour le gagnant, puisqu'il ne met pas le bulletin du concurrent dans l'urne et ne contribue pas ainsi à... On peut avoir le nom de votre honorable correspondant? Mais non, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, je ne sais jamais, De Gaulle. Non, ça ne doit pas être... D'où il est. Bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le vote blanc conforte les rapports de force. Bon, est-ce que nous pouvons parler des nouveaux électeurs du Rassemblement national? Parce que ça, c'est intéressant. Et de comprendre. Il y a quelque chose, moi, qui m'agace un peu, c'est de dire que c'est un vote de colère. Non, c'est pas un vote de colère. Non. C'est pas un vote de colère. C'est un vote souvent. Ça peut l'être. Oui. Mais c'est aussi un vote d'adhésion. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce que propose le Rassemblement national. Donc, je vous propose de voir le sujet sur les professeurs, parce qu'il se trouve. Que dites-vous? Le fait de parler de vote de colère, c'est une sorte de circonstance atténuante accordée à l'électeur du Rassemblement national. Oui. C'est-à-dire, bon, il est un peu malade, mais voilà, on peut le soigner, il peut se soigner. C'est comme le crime passionnel. Voilà. Il a été aveuglé par la colère, l'amour rend aveugle, la colère rend... Et d'ailleurs, l'espace médiatique présente toujours ça comme ça. Non.
Je ne condamne pas les l'espace lecteurs du médiatique. Rassemblement Voilà. national, Mais bien l'espace sûr, je le médiatique- comprends. Il est en colère. Il est un peu con, je vais lui expliquer quand même les choses et puis il comprendra après. C'est ça le sous-texte Non, mais de l'espace médiatique. L'espace médiatique va plus loin même. L'espace médiatique rééduque en permanence. Il faut rééduquer le mauvais électeur. C'est la fin du texte d'Ariane Mouchkine. Et à la fin, on a- Terminé, Vincent, Pardon. terminé. Non, Pardon, Vincent. Allez-y. Non, c'est la fin du texte d'Ariane Mouchkine. Et à la fin, on a dit que vous êtes des salauds. Ah oui, c'est très bon. Eh oui, mais le texte d'Ariane Mouchkine, il est formidable. D'ailleurs, elle n'a pas reparlé. Vous avez vu qu'on l'a invité nulle part. Hein. Oui, mais il a été bizarre. beaucoup question de son texte. Oui, mais évidemment, c'est bizarre, hein. elle a été invitée nulle part parce que c'est pas du tout la doxa. Non. Mais son Est-ce qu'elle texte- vote blanc Ah, après oui. avoir osé ainsi transgresser C'est pas impossible. Hein. Bon. la- Regardez le Molière d'Ariane le bon Mouchkine goût avec Philippe Cobert. Oui. Extraordinaire. Voilà. Et On peut encore regarder Philippe Cobert? Ah bon Oui. on peut Malgré, oui. Ah bah mais oui, il a non, eu mais, un non-lieu, je crois. Où... Oui. Ça a été classé. Oui, Philippe, non mais c'est vrai que Philippe Cobert, oui, vous avez raison. Alors on Avec pourra un parler bec. d'ailleurs de Benoît Jacot tout à l'heure. On sera avec Noémie Schulz qui nous donnera des précisions parce que Benoît Jacot, quand même, il est mis en examen pour viol. Sous contrôle jeudi. Oui, mais il est laissé en liberté. Oui. Il est mis en examen pour viol. Donc Deux jeunes femmes. bien évidemment, accusé de violence sexuelle par plusieurs femmes, dont l'actrice Judith Godrèche, a été mise en examen pour viol sur deux actrices, Isilde Lebesco et Julia Roy. C'est le parquet de Paris qui l'a annoncé. Le cinéaste Jacques Doyon, placé lui aussi en garde à vue lundi, a été relâché pour des raisons médicales, sans poursuite à ce stade. C'était les icônes de Télérama et de Libération, et l'un et l'autre. Je ferme la parenthèse. Les nouveaux électeurs du Rassemblement national, voyez le sujet d'Audrey Berthaud, 1 prof sur 5 voterait Rassemblement national. Question historique de la gauche, les professeurs se tournent de plus en plus vers le RN. Selon une enquête Ipsos, un enseignant sur 5 aurait voté Rassemblement national au premier tour des élections législatives. En cause, la difficulté d'enseigner pour beaucoup, mais aussi le pouvoir d'achat. Finalement, ils ont l'impression que la question de l'autorité est centrale au sein de la pratique du métier. Vous avez beaucoup de jeunes enseignants qui choisissent ce métier, qui ont beaucoup d'idéaux, qui pensent qu'ils vont véritablement transmettre des connaissances, qu'ils vont changer les choses, et souvent ils se retrouvent dans des quartiers difficiles, dans des banlieues difficiles, où ils constatent la montée de l'islamisme, où ils constatent la montée de l'insécurité. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat. C'est vrai que beaucoup de professeurs gagnent très peu leur vie. Un vote qui reste tabou au sein du corps professoral. C'est bien sûr un tabou. Les professeurs qui votent Rassemblement national souvent ne le disent pas ou n'osent pas le dire. Par contre, ceux qui vont voter pour le nouveau Front populaire, évidemment, ils vont en faire un étendard. Fin du collège unique, renforcement de l'exigence de neutralité des enseignants ou encore instauration de l'uniforme à l'école. Le Rassemblement national a multiplié les propositions sur le thème de l'école durant sa campagne des législatives. Est-ce que le mouvement est rattrapable à l'école? Est-ce que l'autorité à l'ancienne peut revenir? Est-ce que les choses peuvent changer? Oui, les choses peuvent changer, évidemment, à partir du moment où on fait preuve d'autorité et d'exemplarité, ce qui est tout à fait possible. En revanche, ça va être difficile. Et ardu comme tel, puisque là, on est dans une période où la laïcité est gravement menacée, les professeurs ont peur, et pour des raisons qui sont justifiées. Alors là, il y a une polémique avec Aymeric Caron, on verra si oui ou non il a soutenu les deux jeunes enfants qui ont menacé... voilà, exactement, là, une professeure des jeunes radicalisés de la décapiter. Et visiblement, Aymeric Caron aurait soutenu... ces deux personnes, mais ça c'est à voir. Mais c'est illustratif évidemment d'une certaine gauche complaisante avec les menus confessionnels, avec l'abaya. On se souvient que Manuel Bompard s'était érigé contre l'interdiction du port de l'abaya, c'est-à-dire l'abaya, le vêtement wahhabite, au sein de l'école de la République française. Donc oui, c'est pas du tout étonnant. Alors moi je vais vous proposer un exemple très simple. Danielle Obono, elle est élue dans une circonscription avec 64% des voix au premier tour. 64% des voix au premier tour. Dans des quartiers très communautarisés. Madame Obono, ses prises de position sur le Hamas sont claires. Absolument. Elles sont absolument claires. Donc il y a 64% des gens qui sont d'accord avec Madame Obono. Jusque-là, vous me suivez. Bon, ces gens-là ont des enfants. Ces gens-là vont dans les classes, etc. Comment vous dites à un enfant ou un fils d'électeur ou d'électrice qui a voté pour Danielle Obono, quand vous allez parler, par exemple, de la Shoah, quand vous allez parler de l'histoire, comment vous faites?
Mais je Comment vous conteste faites votre diagnostic de départ. Je ne pense pas Mais c'est que impossible. dans le 19e arrondissement où je vis, Oui. Ils ont entendu ce non, qu'il a mais dit, quand même. juste une chose, Pascal. Ils sont pas Peut-être que d'accord je avec me vous trompe d'ailleurs. Oui. Je ne pense pas que l'ensemble de l'électorat de Daniel Obono soit un électorat pro-Hamas. Une part, très certainement infime doit l'être, mais les catégories populaires votent parce que j'y vis. Mais comment parce vous que savez, j'y vis, puisque, et parce que je mais pense. ils l'ont Mais laissez-moi entendu terminer. dire ça. Je Mais pense ça, qu'ils prennent vous en savez rien. Je pense qu'ils prennent. Si, parce que j'ai quand même des contacts. Vous savez, quand vous vivez dans un quartier toute la semaine, vous avez des contacts avec les gens qui habitent, les commerces. Et alors, ça les gêne pas, Et je pense. ça les gêne pas. Laissez-moi vous dire, je pense qu'ils prennent le bulletin, qui sont beaucoup moins conscientisés, politisés au fait des prises de position de Daniel Obono. Certains le sont, je ne conteste pas ça. Mais je ne veux pas donner au Hamas l'ensemble de la population qui a voté pour Daniel Obono. Non mais c'est une blague, Voilà. Olivier. Non, c'est pas une blague, je vous le dis. Sabrina. Par contre, je dis, c'est Sabrina pas, Benjaber, vous c'est pas répondez. une blague, Non, par mais contre. Je pense ça. Lorsque des enfants violent une enfant parce qu'elle est juive, Mais- en exaltant leur sacrificiel dans les réseaux sociaux, se prétendant être les résistants du Hamas, Oui. cet aphorisme que l'on a entendu de la part de Madame Obono et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, excuse-moi, Vous on ne ne peut pas répondez non pas à plus ce que j'ai dédouaner, dit. on ne peut pas dédouaner Mais madame, vous répondez pas à ce que je dis. l'expression politique On marque une de pause. Madame Je sais pas Obono ce que et de je dis. certains membres de la France insoumise comme étant, excuse-moi, des excuses C'est pas ce par que j'ai rapport dit. à l'antisémitisme Vous ne me jusqu'au répondez viol pas. politique de Vous cette pouvez me personne. répondre comme ça, mais c'est pas Mais ce que j'ai dit. le Hamas, La pause. exalter les résistants ce que du j'ai Hamas, dit. le Hamas comme étant Mais des parce que- résistants, pénètre les esprits de Très ces jeunes bien, femmes. très bien. Très bien. C'est intéressant de dire. Bon, je remercie d'abord, j'aime bien remercier, c'est important. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Merci à vous. Parce que chaque matin, vous êtes avec nous et c'est important, le point de l'actualité politique que nous faisons ensemble. On va recevoir Ariel Dombal qui va être là dans une seconde. Alors, vous savez que régulièrement, nous recevons dans la dernière partie des invités qui nous échappent un peu de l'actualité. On consacre un peu plus de temps que nous en consacrerons dans quelques instants, mais il se trouve qu'elle va chanter le 14 juillet et elle va porter la flamme. Ah bon? C'est bien. Eh oui. Elle chante aussi. Mais oui. Enfin, je veux Mais dire, très bien Non, même. le 14 juillet, je veux dire. Mais enfin, Philippe. Vous êtes vraiment désagréable. je ne savais pas qu'elle allait chanter le 14 juillet. Je ne me Vous permettrai rattrapez à la pas dernière feuille de la dernière branche. Alors, elle sera à côté de vous. J'espère que vous tiendrez bien. Oui. Elle est remarquablement intelligente. Eh ben, bien sûr, c'est évidemment. C'est vrai. Bon, je le pense. Je suis d'accord avec vous. Alors, merci Élodie. Je salue Marc Jolivet qui me dit cher Pascal, sois gentil avec mon ami Claude Posternac. Bah oui. Vous le connaissez, Marc Jolivet? Oui, c'est un grand ami, oui. Eh ben, écoutez. Nous avons on a écrit un spectacle ensemble. Ah, vous faites aussi des spectacles? Oui, j'écris des pièces, oui. On est très en retard, il est 9h53 tout de suite. Nous sommes heureux régulièrement de recevoir Ariel Dombal sur ce plateau parce qu'elle nous apporte un peu de poésie, de charme, d'intelligence et nous en avons bien besoin en ces temps-ci. Bonjour Madame Dombal. Bonjour, joie d'être avec vous. Quel cénacle brillant. J'allais vous le dire, hein, mais par votre présence, vous donnez encore davantage de brillance à ce cénacle. Vous êtes là parce que l'actualité est importante puisque le 14 juillet, vous chanterez sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique dans la capitale. Donc on en parlera avec vous tout à l'heure. Oui. Il y a un peu de pression, j'imagine quand même, ça, un peu de Bien tension. sûr, parce que c'est chanté, je suis entourée de mes danseurs, mais néanmoins, comme je vous dirai peut-être tout à l'heure, c'est sur du Beethoven, il faut de la voix, il faut de la puissance, et puis c'est un honneur quand même, c'est d'une très très grande émotion, cette flamme qui a parcouru le monde et qui arrive dans la capitale et être choisie. C'est la 7e de Beethoven, c'est ça? Voilà. Moi, C'est la 7e de Beethoven. Johnny, d'ailleurs, avait également utilisé cette musique avec des paroles, je crois, de Philippe Labro. Ah oui? Il me semble que... Est-ce que c'est pas la 9e? Non. Beethoven a été très, très utilisé parce qu'il y a cette grandeur, cette gloire à l'intérieur et puis cette cadence. Voilà. On écoutera en tout cas tout à l'heure, et puis vous nous avez apporté le clip Olympics. Je vais remercier notre ami
Olivier d'Artigol, lui dire le plaisir et la tendresse qui est la nôtre de vous avoir régulièrement sur ce plateau. Je sais que vous partez pour l'île de Beauté, et donc on salue également tous nos amis corses qui nous aiment beaucoup. Tout Ajaccio qui vous attend, puisque vous allez prendre l'aéroplane pour aller tout à l'heure jusqu'à Ajaccio, puisque vous avez la chance d'avoir ces propriétés au bord de l'eau. Vous savez que ça va provoquer encore des centaines de messages. On ne dit pas Daksha en l'occurrence, mais bon, c'est vrai que c'est fini, je peux vous... Voilà. À la semaine prochaine. Mais je vous aime beaucoup, vous le savez. Allez, à la semaine prochaine. Merci cher Olivier. Et Noémie Schulz va prendre votre place pour l'actualité judiciaire. Somaya Labidi nous rappelle les titres à 10h02. Gérald Darmanin à la manœuvre pour ce second tour. Nous faisons très attention pour ce dimanche, confesse ce matin le ministre de l'Intérieur. 30 000 forces de l'ordre mobilisées pour la soirée, dont 5 000 rien qu'à Paris et en banlieue. Un très gros dispositif pour que l'ultra-gauche ou l'ultra-droite n'en profite pour créer du désordre, dit-il. Une grande coalition de la tambouille politicienne répond ce matin. Fabien Roussel, aujourd'hui nous sommes dans l'entre-deux tours. J'appelle à ce qu'il y ait le maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ils l'ont exprimé fortement, y compris en votant RN, a-t-il déclaré ce matin. Et puis l'opératrice du SAMU qui avait raillé fin 2017 au téléphone, Naomi Muzenga, une jeune femme morte peu après à l'hôpital, comparée aujourd'hui à Strasbourg pour non-assistance à personne en danger. Un soulagement pour la famille de la victime qui réclamait justice depuis 3 ans. Merci Somaya. Ariel Dombal est avec nous. L'actualité est toujours présente. J'imagine que vous la suivez, bien sûr, cette actualité, Madame Dombal. Bien sûr, comment ne pas la suivre. Jordan Bardella a pris la parole pour évoquer ce qu'il appelle les brebis galeuses. C'est des exemples de candidats qui ont été révélés problématiques dans la presse dernièrement. Alors, il y a une jeune femme qui s'appelle Ludovine Daoudi, par exemple. Elle a été exclue du parti. Elle se présentait pour le second tour après la diffusion d'un cliché où elle arborait une casquette nazie de sous-officier de la Luftwaffe, arborant une croix gammée et le signe nazi. Il y a également toutes les civilisations ne se valent pas, tweeté par Madame Marie-Christine Saurin dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Elle dénonce une manipulation. Il y a un candidat également qui s'appelle Didier Grenon qui a affirmé que les Maghrébins n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Si je suis élu, j'arrêterai l'humour raciste, a promis à la montagne Isabelle Dubré. Bref, sur 577 députés, il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas le profil. J'écoutais Jordan Bardella hier soir. Il disait quelque chose qui est intéressant. Il disait on est plus écouté, suivi que les autres. Et il y a des journalistes qui ne font que ça, d'aller chercher le profil du candidat du Rassemblement national. C'est sans doute vrai. C'est-à-dire qu'on regarde le Rassemblement national comme on ne regarde pas les autres partis en France. Et sur les 577, forcément, il peut y avoir des gens qui n'ont pas leur place. Écoutez ce que disait Jordan Bardella. Il peut y avoir sur 600 candidats que vous avez investis en quelques heures, 2 ou 3 profils qui peuvent tenir des propos qui sont contraires à ce que je défends, à la ligne politique de mon mouvement. Dans toute organisation humaine, il y a parfois des brebis galeuses. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le monde de l'entreprise. Ce qu'il faut juger, c'est la réaction de la direction. La différence, c'est que quand j'ai une brebis galeuse dans mon parti politique, je l'exclus. À la France Insoumise, il est investi et on voit qu'il y a des gens chez eux qui sont fichés S et qui portent atteinte à la sécurité nationale. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis totalement d'accord. Et vous avez rappelé certains propos. Je ne mettrai pas tout sur le même plan. Dire que toutes les civilisations ne se valent pas, on peut dénoncer intellectuellement cette infériorité de telle ou telle situation, mais ça n'est pas immoral de le penser. Tandis que interdire que les musulmans aillent dans des hauts lieux, si j'ai bien saisi, ça c'est plus que discutable. Bon, en tout cas, je ne sais pas si j'emploierais le mot civilisation, mais il est clair qu'une société qui permet à une femme de travailler, de sortir comme elle le veut et de mener une vie amoureuse comme elle l'entend, me paraît plus avancée qu'une société qui condamne les femmes à rester chez elles et à ne pas choisir la vie qu'elles veulent. C'est ce que je viens de dire, mais vous le dites mieux, comme d'habitude. Non, mais moi j'ai employé le mot civilisation parce qu'il est connoté. Oui, mais évidemment, la société, en fait, la société occidentale me paraît plus intéressante pour la liberté que la société aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas honteux de le dire.
passe, pourquoi pas, en Afghanistan où les talibans ont le pouvoir. J'ai le droit de dire pense ça. que les journalistes, avec rigueur, suivent chaque candidat du RN. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut suivre. Il faudrait qu'ils le suivent pour tout le monde. Mais je termine ma phrase. Je pense de l'autre côté, bien évidemment, il faudrait que les sanctions qui n'arrivent pas dans le compte du nouveau Front populaire devraient arriver et elles n'arrivent pas. Et on sait, c'est impossible d'avoir un fichier S qui se présente. C'est impossible d'avoir quelqu'un de la jeune garde. La jeune garde, c'est quand même une chanson, les chansons des trotskistes. Et les trotskistes, ils sont pas là pour respecter la démocratie. Ils sont là pour faire la révolution. Claude Pasternak, on a eu un exemple avec le rap. Le rap hier. Vous avez M. Coquerel qui a dit « Je trouve ça sain que des jeunes gens alertent les jeunes populations du danger de l'extrême droite. » Je rappelle que dans ce clip, on insultait Marion Maréchal, on insultait Marine Le Pen, on disait qu'on allait sortir la Kalachnikov pour Jordan Bardella. Je répète pas les mots qui étaient dits, mais personne dans l'espace médiatique ne réagit. Pas un artiste. Pas un artiste n'a simplement le courage de dire ces rappeurs disent des choses ignominieuses. Ignominieux. Personne. Non, mais en plus, c'est un comportement. C'est ça qui est sidérant. Je veux dire, personne ne prend son tweet pour dire. C'est même un comportement raciste. Parce que vous voyez Madame Tondelier qui dit c'est leur façon de s'exprimer, mais ça veut dire quoi? C'est raciste. C'est Éric Coquerel qui a dit ça avec leurs mots. Mais vous avez raison, c'est Éric Coquerel. C'est insupportable. Madame Tondelier a dit pire que ce que vous venez de dire. Elle a dit les codes du rap, c'est comme ça, sont comme ça, c'est violent pour les femmes. La féministe Marine Tondelier cautionne donc la misogynie, l'homophobie, l'antisémitisme, en plus des... Les règles de l'intersectionnalité. Là, pour le coup, il faut séparer l'artiste de ses œuvres. Un mot de Pierre Vermeuren que je suis régulièrement et que je salue parce qu'il a fait une tribune dans le Figaro qui était tout à fait remarquable ces dernières heures. Une grande partie de la population aujourd'hui ne fréquente jamais les classes populaires françaises qui se trouvent dans un tout autre qui se trouve dans d'autres régions que Paris. Quand vous vivez dans un milieu homogène, vous avez l'impression que tout le monde est comme vous, que tout le monde vote comme vous, mais vous ne savez pas qu'à 30 km, les gens ne visiteront jamais les lieux dans lesquels vous vivez. Les gens vivent entre eux. C'est intéressant parce qu'Ariel Dombal, on peut faire le reproche aux artistes, globalement, de vivre ensemble, voilà, d'être complètement coupés du reste de la population, d'aller dans des restaurants, dans des hôtels, dans des lieux où ils ne sont pas confrontés à la vie des autres. Ah, je crois que c'est faux. Vous savez, les artistes, on est un peu dans un cosmos particulier. L'artiste est un hypersensible, l'artiste est quelqu'un qui est toujours comme un funambule, qui est toujours entre deux abîmes. On est en même temps un personnage de fiction. On habite nos personnages. Donc on est un tout petit peu fou. Oui, mais est-ce que vous faites, par exemple, est-ce que vous allez au cinéma et vous faites la file d'attente? Est-ce que vous êtes allé dans un McDo? Non, est-ce que vous allez manger un jour dans un McDo? Le caissier, gentiment, vous reconnaît et vous dit, voilà, vous passez avant gentiment. Et les restaurants, peut-être qu'on a une table parce que les gens vous aiment bien. Mais si vous aiment bien, sinon, comme tout le monde, vous n'avez pas de table. Non, mais c'est vrai que l'artiste, le poète, le chanteur, le comédien, on est tout de même des êtres. Vous savez, au XVIIIe siècle, on était excommuniés. C'est quand même un peu... Mais là, vous n'êtes plus excommuniés. Au contraire, vous êtes glorifiés. Glorifiés, heureusement. Oui, non, mais j'entends bien. Mais le reproche qui est fait, c'est vous ne pouvez pas comprendre parce que fondamentalement, vous n'êtes pas confrontés à nos problèmes. Vous ne savez pas ce que c'est que une fin de mois. Je gagne 1 500 euros par mois. Si vous saviez, alors maintenant, n'est-ce pas, le terrain de la création est tellement confus. Moi, je suis entourée de musiciens, notamment, qui n'arrivent absolument pas à joindre les deux bouts. C'est devenu extraordinairement difficile. Cet océan de musique qui passe par le net, par le streaming. On a des nouvelles manières d'écouter, des nouveaux écrans, des nouvelles manières d'être. Et c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, là je partage, pour connaître aussi pas mal d'artistes, il y a beaucoup de gens qui galèrent, et vous avez parfaitement raison de le dire, et même qui sont... et c'est pour ça que... Durement. Mais convenez aussi que dans votre métier, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une exigence de réussite. Et tout le monde n'a pas de talent.
Et c'est un vrai problème. Non, mais ça, Parce ça a que dans toujours été. oui, mais dans ce milieu, Ça a il y a des été gens en qui écrivent et personne littérature. c'est des écrivains sans lecteurs, c'est des musiciens sans auditeurs. Voilà, Donc, mais et c'est justement... des acteurs sans rôle. Mais alors justement, la gloire, une des gloires de la France, c'était d'aider et d'aimer les acteurs, les musiciens, les chanteurs. Ils sont bien traités Et- quand même. Oui, les gens... Bien traités. Les Les gens intermittents notamment- du spectacle, Oui, oui, un mais- régime favorable. Mais heureusement, parce que vous savez, nous, les acteurs, les artistes, on est le ciment des sociétés. Après, quand on revoit les vies des gens, eh bien, il y a des musiques, il y a des films, il y a tout à coup... Je suis d'accord avec vous, mais il y a toujours quelque chose de paradoxal à avoir un statut privilégié et demander l'égalité dans les autres Je pense que domaines. les artistes ne sont Mais- jamais privilégiés parce qu'on est, ont un statut. on est trop dans un tumulte de la création et aussi du désir de l'autre. On est tributaire du désir de l'autre. Vous ne trouvez... Oh, pardon. Oui, non. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a un peu une mythologie de l'artiste qui met les médiocres sur le même plan que les meilleurs? Je ne crois pas, parce que regardez par exemple notre cinéma. Si nous n'avions pas toutes ces aides de l'État, il n'y aurait plus de cinéma français. Et tout de même... Ce serait dommage. Ben voilà, la nouvelle vague, le film d'auteur, la vraie création libre, c'est quand même le sel de la terre. C'est ce à quoi il faut... Non, mais la liberté dans la on création. va pas se raconter de salade. Moi, je suis un fan absolu du cinéma, vous le savez. Je le dis souvent ici. Mais il y a quelque chose parfois d'agaçant. Et on sait bien qu'au-delà de la qualité du film, ce qu'on privilégie parfois, c'est le sujet. Et qu'on aura des avances parce que tel sujet entrera dans les codes de l'époque. Bien sûr, les codes de l'époque, maintenant, Voilà. c'est des films très sociologiques. Et puis, la télé-réalité aussi a fait beaucoup de mal au cinéma, parce que maintenant, on veut que les gens soient ce qu'ils sont. C'est-à-dire, si on veut un gardien, on prend un gardien. Voilà, l'acteur, la composition de l'acteur. Vincent, vous voulez dire quelque chose après Noémie Schulz? Mais non, parce que Pierre Vermeuren a raison. Mais il n'y a mais on pas l'a pas simplement les écouté, artistes qui d'ailleurs. vivent dans leur univers clos. C'est-à-dire que tout le monde, à l'époque numérique, est dans son petit orbite uniquement dans son petit univers. Autrefois, il y avait des endroits où on se retrouvait. Ça s'appelait le bistrot. Tout le monde allait au bistrot. Hein. Tout le monde allait Ah oui, à ça, l'église. Tout le monde allait au parti. Tout le monde allait au patronage. Tout le monde allait au... Il y avait des endroits comme ça où on pouvait partager, rencontrer des gens d'autres Il milieux, reste le football. d'autres âges. Il reste le football. Il reste le sport. Il reste. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, oui. Il y avait le métro. Bon, il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'églises, il n'y a plus de syndicats qui rassemblent réellement autre chose que qui rassemblent en masse. Et tous ces lieux qui étaient des lieux de sociabilité ont disparu. Il y a le supermarché et puis pas grand-chose d'autre. Et la télé. Et la télé encore, vous regardez maintenant ce que vous avez envie de voir. Les gens de CNews regardent CNews. Ils fréquentent des gens qui regardent CNews. Oh, non. Non, et puis, mais... Non, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai, il y a l'isolement et les gens, nous sommes devenus complètement des êtres par écran interposé. Mais néanmoins, il y a encore la liberté de marcher dans la ville et de rencontrer qui on veut. Pas à Paris. Bien sûr. Voilà. Oui, mais alors vous rencontrez qui on veut, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un parfois qui a des mauvaises intentions dans la Oui, ville. mais ça, Bon. je vais vous dire, pour une femme, dans tous les pays du monde, on a peur la nuit, et depuis des siècles, et on aura toujours peur la nuit d'être seul dans une ville. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui vient de passer quelques temps au Danemark qui en arrive et qui me dit c'est extraordinaire, j'ai fait mon footing tranquillement, j'ai un sentiment de sécurité très grand, j'étais à Copenhague et elle est revenue d'ailleurs, cette jeune fille m'a dit j'étais dans un autre monde. Quoi. J'étais à Copenhague, je suis resté 8 jours, j'étais dans un autre monde. Noémie Schulz. Sociodémocrate. Noémie Schulz, que vous connaissez, vous nous regardez régulièrement, madame? Bien sûr. C'est vrai? Non, mais Qui c'est vrai. ne vous regarde pas? Non, mais vous mentez pas. Si. Non, je ne mens pas. Non. Moi, je ne mens pas. Voilà, donc vous connaissez tout le monde? Je connais tout le monde, absolument. Bon, donc vous connaissez Noémie? Oui. Et elle fait quoi? Eh bien, elle est sur l'actualité et le culturel. Non, judiciaire. Vous voyez, elle fait le judiciaire. Bon, judiciaire. Mais elle fait, elle peut aussi parler. Non, mais parce que je vérifie. Mais elle est excellente. Non, mais je vérifie, vous savez, moi. Je vérifie. Et elle est très précise, très rigoureuse, et elle vient chaque matin. Alors, il s'appelle Pascal Praud. On commence par quoi? Par Benoît Jacot? Si vous voulez. Allez, Benoît Jacot, puisqu'il est quand même mis en examen pour viol. Actualité culturelle. Donc, ce n'est pas rien, Mis en examen évidemment. pour viol sur 2 actrices, Julia Roy et Isilde Lebesco. Alors pour Isilde Lebesco, ce sont des faits qui remontent entre 1998 et 2000. Elle était alors mineure, donc il y a viol sur mineur et viol conjugal
sur Julia Roy en 2013. Quand il l'a connue, elle avait 23 ans, il avait 42 ans de plus qu'elle. Et s'est nouée une relation qu'elle a décrite comme une relation empreinte de violence et de contraintes morales et qui a duré 5 ans. Donc cette mise en examen est arrivée à l'issue d'une garde à vue de 48 heures. Il y a eu des confrontations qui ont été organisées et Benoît Jacot a été placé sous un très strict contrôle judiciaire. Il a dû payer un cautionnement de 25 000 €, interdiction d'exercer son métier de réalisateur, y compris en se rendant dans un festival ou d'être dans la représentation, interdiction d'être au contact de mineurs et d'entrer en contact, bien sûr, avec les 2 plaignantes. À noter qu'il a été placé sous le statut de témoin assisté pour certains faits. Donc il n'a pas été mis en examen pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et pas de mise en examen concernant les faits reprochés par Judith Godrèche parce que ces faits-là sont prescrits. Un mot de Jacques Doyon, lui, sa garde à vue a été levée pour des raisons médicales et le parquet examine encore les suites à donner aux plaintes qui ont été déposées le concernant. Bon. Je ne sais pas si Mme Dombal, si Ariel Dombal a une réaction sur ce monde du cinéma que vous connaissez. Et peut-être, oui, bien entendu, mais vous savez, depuis que le monde est monde, il y a des prises de pouvoir, il y a des abus, il y a évidemment. Mais là, on est dans une époque où les femmes parlent et je crois que c'est bon, c'est évidemment parfois excessif, mais quelquefois... ça, enfin, la parole est libérée et on est dans un mouvement MeToo qui est très important. Vous savez, les femmes, on a 21 siècles derrière nous où on avait vraiment très très peu de droits. Et notamment des choses qui, on a beau en parler, ne viennent jamais, comme à travail égal, salaire égal, et enfin... tous les domaines possibles. Et les premières femmes à l'Académie, ça date d'il y a à peine 40 ans. Marguerite Yourcenar, je pense, c'est 76 ou 77. Et la première femme qui a eu le droit de conduire un camion, et la première femme... les femmes ont passé le bac, je crois, en 1920 la première fois, et le vote des femmes, c'est 1946. Donc, voilà, autre affaire judiciaire que vous avez suivie, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise à l'encontre de Jérôme Tonneau, suspecté d'avoir enlevé et assassiné son ex-conjointe Nathalie Debailly à Lille en 2019. On peut peut-être écouter, d'ailleurs, je ne sais pas si on a le frère que vous avez interrogé. Écoutons le frère de cette jeune femme et le calvaire qu'elle avait suivi, et vous allez nous rapporter ce qui s'est passé à l'audience. C'est un soulagement, ça fait du bien. On avait déjà eu un soulagement lors de cette audience quand le ministère public s'était excusé auprès de nous et ça a été très important. Là, on comprend maintenant qu'en plus de ça, Madame l'avocate générale a compris la gravité de ce qu'avait vécu ma sœur, l'a posé avec des mots très lourds, très durs à entendre pour nous. On replonge encore dans l'abominable, dans la barbarie qu'a subi ma sœur. Et effectivement, il fallait que les peines, je vous l'ai déjà dit, soient à la hauteur de cette barbarie. Et pour nous, ce qui a été demandé aujourd'hui, oui, ça l'est. Bon, il réagit, le Nicolas Debailly réagit au réquisitoire qui a été donc rendu hier après-midi. Donc sans surprise, l'avocat général a requis, sans grande surprise en tout cas, à l'encontre de Jérôme Tonneau, la prison à perpétuité. On rappelle que parce qu'il n'a pas supporté d'avoir été quitté par Nathalie Debailly, il l'a fait enlever. Elle a été, il n'a pas accepté d'avoir été quitté, donc il l'a fait enlever dans des circonstances absolument terribles. Et l'avocate générale a insisté sur la violence. Elle dit il y a homicide et homicide. Elle a rappelé que Nathalie Debailly a eu tellement peur, s'est tellement débattue qu'elle a arraché la portière, la poignée de sa portière de voiture quand elle a été enlevée dans son parking. Elle a compris ce qui lui arrivait. Elle s'est débattue. Il y a des traces de défense, de gestes de défense sur ses mains, sur ses poignets. L'avocate générale a insisté sur la préméditation, la détermination de Jérôme Tonneau, sur son profil aussi qui reste très inquiétant. C'est un homme qui, les experts psychiatres l'ont dit, alors n'a pas de pathologie mentale, pas d'altération du discernement, mais absence totale d'empathie, aucune culpabilité. Il n'a pas présenté ses excuses lors de ce procès, une forme de cynisme. Encore aujourd'hui, il n'a apporté, encore lors de ce procès, il n'a apporté aucune précision sur ces 12 minutes, en fait, puisque ça, une fois que les
les personnes qui l'ont aidé à enlever Nathalie de Bailly l'ont déposé dans sa baignoire. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion qu'en l'espace de 12 minutes, il l'avait tué et puis il avait changé de chemise, il s'était lavé les mains et il était parti de chez lui. Et sur ce huis clos de 12 minutes, eh bien, il n'a rien voulu dire. Il se retranche derrière une amnésie assez opportune. Ça lui permet de ne pas se apporter de précision. Alors les médecins légistes sont venus dire ce qu'avait sans doute vécu Nathalie de Bailly et c'est absolument terrible. Jérôme Tonneau, donc on a vu hier après-midi plié en deux, se boucher parfois les oreilles pour ne pas entendre ce que disait l'avocate générale. Donc la réclusion criminelle à perpétuité pour Jérôme Tonneau, pas beaucoup de surprises, mais une sévérité aussi contre les 3 autres hommes. On rappelle qu'il y a 3 ressortissants roumains également dans ce box des accusés. C'était des amis de Jérôme Tonneau. Ils ont enlevé Nathalie de Bailly. Ils ont toujours dit qu'ils ne savaient pas qu'il allait la tuer. Quand on dépose une femme dans une baignoire, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre. C'est pas sérieux, a dit l'avocate générale. Un mot juste pour dire, une sévérité, a-t-elle dit dans mes réquisitions, parce qu'à mon sens, au-delà des excuses que j'ai pu faire à la famille, au-delà de l'enquête administrative, je me devais de rendre justice à Nathalie. Ce qui est sidérant dans ce que vous me dites, c'est que l'attitude de Jérôme Tonneau, et c'est ça qui nous interroge toujours sur le cerveau des autres, et en l'occurrence d'un criminel, à aucun moment il culpabilise, il présente des excuses. Et vous dites, comme un enfant, il se bouche les oreilles. Et c'est ça qui reste le grand mystère. Alors vous le connaissez, ce mystère, vous avez été procureur. Pascal, mais il y a à la fois des dénégations judiciaires où la mauvaise foi est évidente, et ce que décrit Noémie, c'est ce qu'on connaît parfois, c'est le déni psychologique. C'est-à-dire que l'être ne peut pas admettre qu'il a commis le pire. Ouais. Oui, mais ce qui est intéressant, Noémie, quand on vous écoute, c'est qu'évidemment, nous ne sommes jamais des témoins directs, et quand on écoute ces récits, on se rend compte aussi à quel point la justice est une chose humaine. C'est-à-dire que c'est des hommes qui en jugent d'autres, et tout parle, tout signifie. Et en effet, un être qui se bouche les oreilles, etc., ça semble... mais effrayant. Verdict quand, Noémie Schulz? Demain, aujourd'hui, journée consacrée au plaidoirie de la défense. Et sans surprise, sans doute, parce qu'il y aura la réclusion criminelle à perpétuité, sans surprise. Oui, parce que je ne veux pas dire réclusion criminelle à perpétuité requise pour lui, 30 ans, 20 ans, 20 ans pour les 3 autres. Lui, honnêtement, bon après, je fais pas de pronostic. Il a 58, je crois. Il terminera sa vie en prison. Oui, je pense. La question est plutôt sur quelle juste peine pour les autres hommes qui l'ont enlevé, ne l'ont pas tué effectivement de leurs mains, mais ont participé très largement à ce crime. Comment faire une transition sinon Oui. Difficulté très grande avec Ariel Dombal, et je le disais, vous allez chanter le 14 juillet. Alors, vous allez chanter et recevoir la flamme, porter la flamme? La flamme arrive à Paris, à l'hôtel de ville, et bon, je chante, je ne sais pas exactement si je tiendrai la flamme, je ne sais pas. Vous savez, c'est tout un périple. La flamme, il y a à peu près 20 000 personnes. C'est des relais, la flamme, et c'est ça qui est beau. Mais enfin, le feu sera là. Et l'important, c'est le feu. Et comment qui a décidé que ce soit vous qui chantiez? C'est la mairie de Paris qui est venue vers vous? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils m'avaient... Enfin bon, ils me connaissaient, ils étaient présents à certains de mes concerts, et notamment au Grand Palais, où j'avais chanté du Handel. Et puis voilà, vous savez, je viens du classique. Bien sûr. Vous nous avez apporté un clip, un extrait. Je pense que c'est la chanson d'ailleurs que vous allez interpréter ce jour-là. Écoutons. Ça s'appelle Olympics. Eh bien, écoutons Olympics. J'étais content de revoir un clip parce que je trouve qu'il me rappelle cette période qu'on a tellement aimée des clips des années 80, 90, 2000. Il y a même l'esthétique des années 90, 2000. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Il est très réussi ce clip. Très débouflé. Ouais, exactement. Exactement. Eh bien, bon, c'est moi qui l'ai fait avec mon équipe. Vous savez, je fais mes clips, mais j'ai évidemment des partenaires extraordinaires, et notamment tout le travail en 3D qui est formidable. Et puis, en effet, les vêtements, c'est Marie Beltrami qui a travaillé beaucoup avec Good. Donc, il y a cette stylisation. Oui, c'est pas... Et puis, des vrais athlètes autour de moi, des boxeurs, des escrimeurs, des champions. Donc, tout ça fait une orchestration signifiante. Et qui est gloire aux athlètes. Que Paris soit une fête avec tous ces athlètes, Tour Eiffel comme un trésor d'une pluie de médailles d'or. Au sein de cette nuit, la concorde de Tuileries est gravée dans l'effort de l'âme et du corps. C'est bien écrit.
Oui, ben c'est moi qui l'ai écrit. Eh ben, c'est les Jeux Olympiques, que Paris soit une fête. Bon, est-ce que vous faites du sport vous-même? Est-ce que vous aimez le sport? Oui, j'aime beaucoup le sport. Et je dois dire que l'euphorie que procure le sport est quelque chose que nous connaissons tous. Enfin, je veux dire, quand on marche dans les forêts, ou quand on fait de la bicyclette, ou quand on nage, ou quand on court, il y a quelque chose de la jubilation du corps. Et j'ai toujours eu une grande admiration pour les athlètes, et notamment les athlètes femmes, parce que j'ai écrit cet hymne dans cet opus, cet EP qui s'appelle Iconics, où c'était un exercice Et je montre d'ailleurs, d'admiration. je montre le vinyle Iconics. Voilà, c'est un exercice d'admiration envers des femmes qui, moi, m'ont nourri, illuminé, qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Des femmes sportives, des athlètes. Alors justement, Olympics, c'est sur les athlètes. Mais dans Iconics, il y a simplement d'autres figures. J'ai deux amours. Il Par y exemple, a, je vois. voilà. Fever, voilà. Et il y a Shirley Bassey, il y a Peggy Lee, il y a Marlène Dietrich, des figures de femmes. Je reprends certains de leurs titres, hein, pas toujours les plus connus, mais qui, moi, m'ont saisi à un certain moment. Et donc, pour Olympique, c'est en effet, je me suis penchée sur à quel moment les femmes ont pu avoir accès aux Olympiades. Et évidemment, ça n'a pas été de tout repos, parce que M. Coubertin, qui a fondé les Jeux Olympiques modernes, a dit « Je ne veux pas abîmer nos Olympiades avec des femmes ». Et donc, voilà, abîmer. Oui, parce qu'ils considéraient que en fait, il y a des gens qui considéraient que le sport est un peu vulgaire, finalement, et que la femme est plus belle que le sport. Elle ne doit pas, j'allais dire, elle ne doit pas transpirer sur un cours. Vous voyez, il y a cette vision-là de la femme, de la mettre sous cloche. Oui, sous cloche. Mais en effet, elle n'avait le droit qu'au cricket, peut-être au tennis, voilà. Et voilà. Alors la première championne, c'est en 1900, Hélène de Pourtalès, voilà, c'était la voile. La femme avait tout de même le droit d'être dans des équipes de voile. Mais l'athlétisme, la gymnastique, le saut en hauteur, enfin, toute cette beauté de... D'ailleurs, il y a aussi des nouveaux sports qui entrent cette année, comme le skate, ou comme le surf, ou comme le... Et ça, c'est... Bon, le surf, je le mets dans le sport, le skate, bon, tout le peut être sport. skate, je ne sais pas si vous avez vu les champions de skate, c'est extrêmement athlétique. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, les jongleurs aussi au cirque peuvent être athlétiques, et c'est toujours la difficulté c'est difficile d'ailleurs de définir précisément ce qu'est un sport. Oui, est-ce que les danseurs sont des sportifs? Forcément, en tout cas, c'est des athlètes. C'est des athlètes exceptionnels, les danseurs, bien sûr. Je le pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont, quelques domaines qui sont à la lisière. Qui fait du sport ici régulièrement, par exemple? Régulièrement? Tous les jours. Tous les jours, vous faites quoi? Oui. Rameur, marche et vélo elliptique. 1 heure par jour. 1 heure par jour? Ouais. Noémie, vous faites pilates yoga et course à pied. Ah oui, vous faites... Monsieur Pasternak? Pilates, vélo et foot. Bon, à foot? Oui. Somaya, vous faites... Bon, la dernière fois que Vincent Arouet a fait un jogging, je pense que Georges Pompidou était président de la République. Et vous, Pascal, ne me dites pas que vous ne faites rien. Mais moi, je fais de la natation. Ah, voilà, comme Et j'adorais faire du pilate. Mais je dis, en fait, j'en fais plus beaucoup. Mais c'est vrai que le pilate, parce que ça assouplit. Ça fait plus qu'assouplir, c'est vraiment connaître son corps, ses forces, connaître ses propres forces. On est tellement aveugle par rapport à son corps. Si vous saviez. Voilà. Non, mais vous avez parfaitement raison. Oui, il est 10h31, Somaya Labidi nous rappelle les titres. Et puis, c'est vrai que ça nous fait plaisir que vous soyez là parce que cette actualité est tellement sombre. Parce que les Jeux Olympiques, je disais en début d'émission, je trouve que Emmanuel Macron nous a volé les Jeux Olympiques. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il y avait déjà un bashing des Parisiens contre les Jeux Olympiques avant. Oui, mais là, ce moment-là, on entend depuis 6 mois que des grognements autour des Jeux Olympiques. Or, franchement, Paris est la capitale presque du monde. C'est le pays le plus visité, le plus rêvé
Paris, c'est la ville lumière. On doit être terriblement fiers d'être comme ça au centre de toutes ces compétitions, des sportifs du monde entier. Ça devrait nous exalter. Mais moi, je suis d'accord avec vous, parce que moi, j'avais pas envie d'être du côté des grognons, comme vous dites. Mais c'est vrai que cette séquence qui arrive, bien sûr, c'était pas le moment de faire une... Non, mais là, pour travaux, c'est autre chose. Mais de plonger le pays dans cet état-là en plein mois de juillet-août... Mais écoutez, c'était une assemblée qui ne marchait pas très bien, franchement, voilà. Oui. Et donc, ça pouvait peut-être attendre le mois de septembre. Très bien. Le mois de septembre et octobre. Voilà. Non, mais eh bien, il s'est saisi d'un moment qu'il a lui, semblé... Vous le connaissez, le président Macron ? Oui, je l'ai rencontré à l'occasion notamment, il s'intéresse au cinéma, et voilà, un film dans lequel j'étais, et je l'ai rencontré comme ça. Bon, Et j'aime beaucoup Brigitte Macron, et je trouve ça scandaleux la manière dont cette femme, qui a 10, 15 ou 20 ans de plus que lui, je ne sais pas, mais qui a été dès le début de sa présence auprès de lui, insulté comme personne, avec des bruits infâmes qui courent sur le net, des présidents qui l'ont insulté en disant « Ah, mais vous n'êtes pas mal pour votre âge », enfin des choses mais immondes. Donald Trump et Bolsonaro, et ça c'est honteux. Et je trouve que la France, qui est quand même le pays où les créatures féminines sont encore fêtées et exaltées, on a traité cette femme de manière odieuse. Eh ben, je souscris à 100% ce que vous venez de dire, et effectivement pour la rencontrer de temps en temps, c'est une femme extrêmement intelligente et extrêmement... agréable et qui a beaucoup d'empathie pour les uns et les autres. Oui. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Une femme de 88 ans porte plainte après avoir été rouée de coups et traitée de sale juive, des faits qui se sont produits le 24 juin à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise. Une enquête a été ouverte et des investigations sont en cours. Elle plaide pour plus d'humanité. Selon Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts, la centaine de lois sur l'immigration est bien suffisante. Il faut juste les appliquer avec plus d'humanité, dit-elle ce matin au micro de Laurence Ferrari. Et puis près de 9 mois après le début du conflit, le Hamas affirme avoir envoyé au médiateur, je cite, des idées pour mettre fin à la guerre à Gaza, une information confirmée par Israël. Eh ben, je remercie grandement Somaya Labidi. Claude Posterac, c'était un plaisir vraiment de vous recevoir parce que vous ne venez pas assez souvent nous voir. Et ce que vous avez dit à la fin, notamment de la première partie, était très fort et très puissant. Merci. Ah voilà, on entend Olympics. Ça, c'est bien Olympics. Alors, en plus, c'est en vinyle. Oui. Donc ça, c'est bien le vinyle. Il y a un côté vintage dans le vinyle et puis le son du vinyle reste quand même inégalé. Il est moins mécanique. Et là, on entend votre voix. Merci d'être passé nous voir grandement, merci beaucoup. Et puis je vais remercier Stéphane Levard qui était à la réalisation, David Tonnelier qui était à la vision, Rodrigue Le Prado qui était au son, Samuel Vasselin qui est là cette semaine et Briac Japio. Merci grandement. Pas de Roland Dumas. Ah, on n'a pas parlé de Roland Dumas. Ben oui, mais parce que, vous voulez dire un mot ? Non. C'est trop court. Vous serez là ce soir ? On peut en parler longuement. Non, mais on peut prendre 2 minutes ou pas ? Je le demande à Samuel. Allez, prenons 30 secondes. C'est quelqu'un que j'ai un peu connu et quelles que soient les dérives de son existence politique, je dirais que c'était une incarnation de l'urbanité et de la courtoisie française. Je l'ai beaucoup apprécié sur ce plan. Moi, je l'ai bien connu, je l'ai beaucoup suivi. Je trouve que c'est formidable qu'il s'en aille maintenant, 102 ans. Il a réussi à tenir 4 mois de plus que Badinter. Et il disparaît au moment où la 4e République renaît, avec le jeu parlementaire. Et c'était un homme de la 4e République. Et pour les mauvais côtés, c'était même un homme de la 3e République, pour les affaires, le scandale. Et c'est vrai qu'il était très courtois. Et quel... Bon, Monsieur Hervouet, il y a beaucoup de sous-textes, toujours. Mais c'est merveilleux. C'est l'intelligence, voilà. Le monde et les arrière-mondes. Voilà. Et alors là, Monsieur Hervouet, c'est un homme de l'arrière-monde, manifestement. Mais arrêtez. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Non, mais parce on comprend ce qu'il veut dire. Bien sûr. Est-ce qu'était le passé ? Bon, je vous remercie grandement. Il y avait ce mot célèbre de François Mitterrand pour le droit j'ai Badinter, pour le tordu j'ai Roland Dumas. Merci vraiment grandement et pardonnez à
Jean-Marc Morandini, ces quelques secondes supplémentaires. À ce soir.